quel plaisir d'être vivant ce 25 avril 1986. Le soleil brille, les oiseaux chantent, une journée idéale pour aller travailler dans une centrale nucléaire de l'Union soviétique. Oh, salut Dimitri. Oh, salut Yuri, comment vas-tu? Ma foi, plutôt bien, les oiseaux brillent, le soleil chante, une journée idéale pour aller travailler dans une centrale nucléaire de l'Union soviétique. Ah là là, Yuri. Oh, Dimitri. Yuri. Dimitri. Et Yuri. Oh, Dimitri. Ouais. Bref, dis-moi Yuri, c'est bien aujourd'hui que nous procédons à des tests de sécurité qui pourraient pousser la puissance du réacteur numéro 4 bien au-delà de ses limites. Laisse-moi vérifier le planning. Oui voilà, juste après le codir, ce sera cette nuit à 1h45. Test de sécurité visant à pousser la puissance du réacteur numéro 4 bien au-delà de ses limites. Ah, super. J'espère que ça se passera bien. Bon, bien sûr, voyons, nous sommes des professionnels. Few moments plus tard. Et voilà, nous sommes le 26 avril, il est 1h45, le réacteur a atteint une puissance 100 fois supérieure à ce qui était prévu et tout va bien. Regardez le petit tableau là-bas. Pas une seule petite loupiote d'allumée. Tout va bien. Oh mon Dieu, Dimitri, c'est un cauchemar. En effet, Yuri, on dirait que le cœur est entré en fusion. Et maintenant, d'importantes quantités de déchets radioactifs s'échappent dans l'air. Dimitri. Yuri? Je dois t'avouer, Dimitri. Fais pas le con, Yuri, on va tous crever! Je t'aime, Dimitri. Je t'ai toujours aimé. Depuis ce baiser que nous avons échangé en cachette au Nouvel An. Ah, Yuri, mais tu disais que c'était à cause du champagne, que tes lèvres s'étaient égarées. Je savais tout à fait ce que je faisais, Dimitri. Je n'avais pas bu une goutte ce soir-là. Mais alors, toutes ces histoires avec ta femme qui témoignent de ton hétérosexualité. Une couverture, Dimitri. Si tout se termine aujourd'hui, alors... Je ne veux plus me cacher. Au diable Svetlana et nos 8 enfants. Si je dois mourir aujourd'hui, je veux que tu saches. C'est toi que j'ai toujours voulu, Dimitri. Oh putain, on va crever! Embrasse-moi, Dimitri. Embrasse-moi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oh, Dimitri, embrasse-moi. Non, oui, Yuri. Je voulais résumer le drame de Tchernobyl de manière un peu... Bon, enfin, comme il n'y a pas une thune dans cette émission, j'improvise. Eh ben, je suis pas prêt d'avoir des sponsors, moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la pièce du fond. Si vous avez à peu près mon âge, déjà bravo, vous êtes vieux, mais surtout si vous avez à peu près mon âge, vous connaissez relativement bien le drame de Tchernobyl. Normalement vous avez bouffé je sais pas trop combien de fois la blague du nuage qui s'arrête à la frontière de la part de votre tonton au repas de famille. Et puis même si vous êtes moins vieux, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez quand même le drame de Tchernobyl, ne serait-ce qu'avec la série HBO sortie en 2019. C'est un peu pour ça que je me permets de vous résumer le drame en le prenant avec autant de légèreté dans mon intro, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez en long, en large et en travers. Puis de toute façon le sujet est tellement dense que j'arriverai pas à proprement lui rendre honneur. Le 26 avril 1986, c'était un samedi, aura donc tristement marqué la ville de Tchernobyl située à 130 km au nord de Kiev. Lors d'un test de sécurité, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl s'emballe jusqu'à conduire à la fusion du cœur et à la destruction d'une grande partie du bâtiment, et donc au rejet à l'air libre d'importantes quantités de produits radioactifs. Toujours est-il que cette catastrophe de Tchernobyl, c'est une des plus importantes catastrophes nucléaires qu'on ait connues. C'est un de ces moments de notre histoire où les événements sont tellement fous qu'on se croirait en plein scénario catastrophe. Des milliers de personnes évacuées, des blessés, des morts, un énorme impact écologique et environnemental malgré des centaines de milliers de personnes mobilisées pour décontaminer. Bref, Tchernobyl, c'est un de ces moments où la réalité rattrape la fiction. L'histoire de cette catastrophe, c'est donc un terreau fertile pour l'imaginaire populaire. Elle nourrit bien sûr de nombreuses théories du complot à l'époque, mais il y a eu aussi pas mal de films, de documentaires, de bouquins ou même de jeux vidéo qui traitent ou qui s'inspirent de cette catastrophe. Et d'ailleurs, le sujet passionne encore aujourd'hui. La série HBO dont je parlais un peu plus tôt, par exemple, a rencontré un fort succès critique, mais au-delà de ça, suffit de voir le nombre de vidéos de youtubeurs qui vont explorer les lieux de la catastrophe, ça passionne encore. Et même pour ce qui est des œuvres qui ne traitent pas directement de cet incident-là, c'est marrant de voir à quel point encore aujourd'hui dans la fiction, une centrale nucléaire se trimballe cette image de lieu secret dans lequel se trament plein de choses étranges au milieu de plein de barils de produits fluo. Ouais, pour avoir côtoyé 2-3 personnes qui travaillent dans le nucléaire, la réalité est assez décevante face à ça. Aucun baril vert fluo, pas d'animaux mutants ou de failles spatio-temporelles. En tout cas, le sujet est dense, très complexe, il a de quoi passionner pour des générations, et c'est évidemment une excellente base pour une histoire d'horreur. Mais ici, on est dans la pièce du fond, et quel que soit le sujet, on se doit de traiter ce qu'il a enfanté de plus merdique.
On parlera d'un bon film un jour, je vous assure. Moi aussi j'en ai besoin. Les Chroniques de Tchernobyl, c'est donc un film d'horreur sorti en 2012 et réalisé par Bradley Parker, un monsieur qui a officié comme assistant réalisateur sur des projets comme The Batman ou La Planète des Singes, et comme superviseur des effets spéciaux sur plein de projets comme Fight Club, Triple X ou plus récemment sur Carrion. Bradley Parker, il ne compte donc que 2 films où il officie vraiment comme réalisateur, Les Chroniques de Tchernobyl en 2012 et Deep Evil en 2021. Mais surtout, le film est écrit et produit par Oren Peli, l'homme qui, en 2007, a produit, écrit et réalisé Paranormal Activity. Et ça, qu'on aime le film ou non, c'est pas rien, parce que Paranormal Activity, c'est pas n'importe quel film. C'est un petit phénomène quand même. Bon, déjà, le film est sûrement aujourd'hui le plus célèbre représentant du found footage, un film où l'action est filmée par les personnages à l'aide d'une caméra amateur, qui existe donc dans la diégèse du film, et dont les rushs seront trouvés plus tard par quelqu'un d'autre. Et des found footage, il y en a plein. Paranormal Activity, c'est sûrement l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu, mais c'est loin d'être le premier, en tout cas. En général, ce rôle est plutôt attribué au projet Blair Witch, sorti en 1999. Il y aurait 1001 choses à dire sur le sujet des found footage, c'est vraiment un sujet super intéressant, mais ce qu'il faut principalement retenir ici, c'est que c'est un genre qui est généralement assez lucratif parce que très peu coûteux à la base. Dans le cas de Paranormal Activity, par exemple, le film a coûté environ 15 000 $, ce qui est vraiment que dalle, pour en rapporter plus de 193 millions au box-office mondial. C'est débile comme ratio. Le tout étant servi par une campagne agressive et omniprésente sur le net où le public était filmé en salle en train de sursauter devant le film, de quoi attiser la curiosité de beaucoup à l'époque. Et encore une fois, on en pense ce qu'on veut, je sais que certains ont vécu ça comme une arnaque alors que pour d'autres c'est un fort souvenir de cinéma. Moi par exemple, j'étais absolument pas le public cible à l'époque et je me souviens avoir été agacé de l'omniprésence du film dans mon paysage. Mais faut admettre que la campagne elle est quand même très bien pensée. Paranormal Activity a très vite attisé la curiosité du public, à force de voir ces images de spectateurs effrayés, et très vite devenu un phénomène. Tout le monde se demandait ce que pouvait être ce truc filmé de manière super amateur et ce qu'il pouvait avoir de si effrayant vu le minimalisme de la proposition. Il y avait à l'époque ceux qui avaient osé y aller et les autres. Paranormal Activity, c'est un peu le film qui va relancer la mode du found footage. Pas toujours pour le meilleur, certes, mais quand même. Les studios étant sûrement très sensibles à ce genre peu coûteux et très rentable, et le public étant sûrement attiré par la formule qui changeait de ce qu'on pouvait voir dans le paysage de l'époque, notamment dans le style horrifique. Donc oui, encore une fois, on en pense ce qu'on veut, mais je trouve compliqué de nier l'importance de ce film-là dans l'industrie du cinéma. C'est quand même un sacré tour de force qui mérite selon moi d'être salué. Et encore une fois, je rappelle que je dis ça alors que c'est un film que j'aime pas beaucoup. Tout ça pour dire que s'appeler Oren Peli à l'époque, c'est sûrement très chouette et ça fait vendre, puisque c'est le monsieur qui a juste accouché d'un des plus gros hold-up de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, le monsieur aura préféré s'éloigner de la réalisation après son braquage pour se consacrer à la production. Et ça, bien sûr, ce sera bien mis en avance dans les bandes annonces de Chroniques de Tchernobyl pour vous appâter. Sachez-le, vous êtes sur le point de voir un film écrit et produit par le monsieur qui vous a livré Paranormal Activity quand même. Le film s'ouvre donc sur du found footage. Et bah ça alors! Les images nous montrent les escapades de Chris et Nathalie, un couple qui fait le tour de l'Europe avec leur amie Amanda qui tient la chandelle. Partout en Europe. Après Londres où ils vont voir les chevaux qui mordent des gens sur 98% des vidéos que vous trouverez sur internet, ils visitent Rome, Paris, Prague, pour enfin atterrir à Kiev où se trouve Paul, le frère de Chris. Et c'est là que le film cesse d'être du found footage puisque l'intro n'était en réalité que Paul visionnant le voyage de ses 3 amis jusque-là. Paul que le film va essayer de nous présenter comme étant un gros queutard alors qu'il est visiblement bassiste. Vous ne trompez personne les gars. Non mais au bout d'un moment, là, vraiment falloir arrêter avec les clichés sur les bassistes. Je veux dire évidemment que comme tout le monde on a une vie sexuelle. Enfin certains d'entre nous parviennent à... Enfin, moi j'en connais un surtout, une fois qui... Enfin bon bref, de toute façon c'est pas le débat, le truc c'est, faut arrêter avec les clichés, voilà. C'est pas gentil. Et puis, de toute façon, qui a besoin de sexe quand on a le groove? Ouais non si, j'aimerais bien baiser de temps en temps quand même. Surtout que ma basse est pas branchée. Bref, on a une discussion entre bros sur la vie à Kiev, tout va bien, Paul est heureux, on s'en fout, mais il en profite quand même pour glisser à Chris ses intentions vis-à-vis d'Amanda, à qui il aimerait bien tartiner la gaufrette. Sale traître! Et dans la conversation, Chris confie à son frère qu'il prévoit de demander Nathalie en mariage une fois arrivé à la prochaine étape de leur voyage, Moscou. That's awesome, dude. Et c'est sur un son de bière qui trinque qu'apparaît alors le titre du film, dans une typo et une texture, ma foi, plutôt moche. Le soir venu, nos amis sortent bien éméchés d'un bar et regagnent leur logement en tentant au passage de développer leur relation et notre empathie avec du blabla. Voilà. Tout ça, ce sera jamais développé par exemple. Ils vont ensuite se faire agresser par des connards, ce qui n'a d'autre utilité que de nous montrer que Paul parle la langue. Voilà, une fois de plus, on est content pour lui, mais ça ne servira jamais à rien. Le lendemain au petit déjeuner, Paul débarque avec une idée des plus originales. Démarrer l'intrigue du film. Il va donc proposer à ses amis de faire du tourisme extrême. En l'occurrence, visiter la ville de Pripyat. Il y a moyen que je le prononce très mal tout au long de la vidéo, donc... Voilà. Voisine à la centrale de Tchernobyl et abandonnée il y a plus de 20 ans. Le tout étant bien sûr enrobé de promesses à la con sur la sécurité de la manœuvre puisqu'ils seront encadrés par un guide et ne resteront pas assez longtemps sur site pour que les radiations représentent un danger. Oui voilà, c'est ça. Bah voyons.
Et mon cul, c'est une Fiat Panda. C'est vraiment ça le texte? Paul amène donc ses potes rencontrer Yuri, un ancien militaire reconverti dans le tourisme extrême, et qui tient un joli petit local rempli de plein de conneries comme des rollers, des skis, des patins ou des chiottes uniquement pour hommes. C'est alors que débarquent deux nouveaux personnages qui viennent se greffer in extremis à l'expédition. Bonjour, personnage sortant de nulle part et auquel on n'est absolument pas attaché. Allez-y, installez-vous, je me demande si vous allez mourir. L'équipe peut alors se mettre en route dans un plan qui me fait un petit peu marrer parce qu'on dirait que le caméraman est un petit peu dégoûté de se faire enfermer. Durant les 2 heures de route en van qui sont nécessaires pour rejoindre Pripyat, Yuri va alors résumer la catastrophe de Tchernobyl aux touristes. Une fois arrivé sur place, notre petit groupe se heurte à un os. Je déteste cette expression. La sécurité ne les laissera pas passer, la ville étant fermée pour maintenance. Mais maintenance de quoi, me demanderez-vous? La ville est abandonnée. Je vous répondrai... oui. Toujours est-il que la sécurité ne les laissant pas passer, ils vont devoir emprunter un chemin dérobé parce que la ville est très surveillée, mais en même temps pas trop. Enfin arrivé aux abords de la ville, Yuri stoppe la voiture parce qu'il aurait quelque chose à montrer aux touristes. Bon, dans un premier temps, il les inquiète juste pour faire une petite blague parce que Yuri c'est aussi un sacré bout en train, mais tout de suite après, il remarque un poisson mort. Un poisson mort. Mutant. Arrête ça, tu ne trompes personne, je t'ai déjà dit. Oh. Bon, ce qui déjà est l'occasion parfaite pour un jumpscare moisi, je veux dire, il a bougé de 2 mm, les gars, sans déconner. Vous êtes des adultes, c'est un poisson. Mais surtout, c'est l'occasion pour vous montrer à vous, en tant que spectateur, que le lac est rempli de poissons comme ça. Mais comme on n'aura pas la thune pour vous en montrer plein tout à l'heure, quand ce sera utile, on vous en montre un maintenant, comme ça, vous le savez, il y a des poissons mutants dans l'eau, comme ça. Habile. Nos amis reprennent alors la route et arrivent enfin dans l'enceinte de la ville, ce qui nous montre un des rares bons points du film, les décors ont de la gueule. On y reviendra dans la conclusion, mais je trouve ça assez convaincant, surtout pour des décors qui ne sont bien évidemment pas ceux de la vraie ville de Pripyat. D'ailleurs, les décors sont tellement jolis que nos touristes vont demander à Yuri de les prendre en photo devant, à l'occasion d'un petit choc générationnel quand on voit le téléphone avec lequel il les prend en photo. Pouah, bah elle doit être belle la photo, avec les 4 pixels du truc là. Si seulement quelqu'un dans l'équipe avait un vrai appareil photo. On a ensuite une séquence qui nous montre l'exploration du groupe à travers la ville, une des rares séquences avec une ambiance sonore un petit peu travaillée, et pour conclure leur visite, le groupe prévoit d'entrer dans un des immeubles où vivaient les familles. Bon d'abord ils sont légèrement interpellés par l'animal mort qui se trouve à la porte, parce que normalement les animaux ne s'aventurent pas dans la ville, et c'est une info qu'on note proprement quelque part. Donc on visite avec eux l'appartement, Jean-Michel se fait engueuler parce qu'il essaye d'embarquer une montre et que c'est interdit, et Yuri nous dévoile la meilleure vue sur la centrale nucléaire. Nathalie et Chris vont donc en profiter pour faire une jolie photo de couple devant le panorama. Chacun sa notion du romantisme. Yuri de son côté va remarquer un détail inquiétant, des cendres, avec de la fumée numérique au-dessus, témoignant d'une récente présence. Sûrement le monteur du film, qui laisse traîner ses vilains effets spéciaux. Un tas de cendres qu'il va balayer du pied pour n'inquiéter personne, parce que show must go on, comme disent les anglophones qui pensent que le spectacle doit continuer. Et les fans de Queen. Soudainement, un bruit se fait entendre quelques pièces plus loin. Le groupe s'y rend donc en silence et Yuri prend finalement les devants. C'est bien évidemment un jumpscare qui se prépare, mais selon vous, qu'est-ce qui va surgir pour vous faire sursauter? Petit A, un zombie. Petit B, Yuri qui joue encore les rigolos. Petit C, un ours. Petit D, Xavier Dupont de Ligonnès. Laisse un petit peu de temps pour jouer en commentaire. La réponse en images. Pardon, j'ai pas pu résister. Je disais donc la réponse en images. Voilà. Donc laissez-moi vous parler de l'effet bus. En 1942, Jacques Tourneur réalise le film d'épouvante La Féline. L'histoire, c'est celle d'Irena, une jeune femme atteinte d'un mal bien étrange puisqu'elle se transforme en panthère lorsque ses émotions lui échappent. Par exemple, lorsqu'elle tombe amoureuse d'un homme avec qui elle souhaite coucher. Parce que, hormis les bassistes, les gens font ça. Bien sûr, pour des raisons techniques et budgétaires, le film va souvent utiliser le hors-champ pour suggérer les transformations et la présence de l'animal. Parce que La Féline, c'est un film qui a vraiment pas une thune. Ce qui donnera cette fameuse scène où Irena suit Alicia, sa rivale amoureuse, lorsqu'elle traverse un parc de nuit. Le bruit des talons d'Irena cesse de résonner sur le pavé, ce qui suggère sa transformation. Alicia accélère le pas, les plans fixes se transforment en un travelling qui se hâte lui aussi. Bref, la tension monte, les taux se resserrent. Toute cette scène étant finalement interrompue par l'arrivée soudaine d'un bus. Un bus qui, d'une part, est salvateur, puisqu'il permet à Alicia d'échapper à la menace, mais qui, surtout, surprend l'audience par son arrivée soudaine du côté droit du cadre, là où on attend une menace venant de la gauche depuis le début. Mais aussi, qui nous surprend par le bruit de ses freins, strident, très fort, et dont le bruit rappelle le cri d'un félin. C'est donc ça, l'effet bus. Faire monter la tension pour la désamorcer avec un élément autre que la menace attendue. Alors évidemment, dans La Féline, c'est très intelligent. Ça tranche avec les codes de l'époque, et ça permet de maintenir une certaine tension sans montrer l'animal, comme souvent dans le film. De la contrainte naît la créativité. Mais l'effet bus est devenu un motif poncé encore et encore dans de très nombreuses œuvres, au point d'en être devenu un cliché. C'est d'ailleurs, selon moi, un immanquable dans une œuvre qui voudrait parodier de l'horreur. Oh mon Dieu! C'est rien, c'était un chat. Oh mon Dieu! C'est rien. C'était le même chat.
Et bien sûr, les chroniques de Tchernobyl, on abusera sans arrêt. Avec le jumpscare sur lequel repose l'Ephébus, c'est à peu près le seul outil qu'il utilisera pour effrayer son audience. Et même s'il y a de bonnes manières d'utiliser le jumpscare et l'Ephébus, ici ce sera systématiquement fait de manière super pauvre et cliché. Et donc plutôt que de me répéter éternellement, je préfère m'y attarder sur cette scène avec l'ours, que je trouve particulièrement nulle. Habituez-vous à des trucs qui apparaissent soudainement à l'écran avec un effet sonore de manière absolument convenue. Le message étant passé, retournons au film, puisque pendant que je vous racontais ma vie, le groupe est retourné au van. Et devinez quoi ? Il démarre plus le van. C'est fou. En effet, une des pièces que j'imagine super importante parce que j'y connais absolument rien en voiture a été mâchouillée. Ouais, mâchouillée. Pas coupée, pas arrachée, pas volée. Mâchouillée. Donc le van ne fonctionnant pas beaucoup plus que la radio de Yuri, notre petit groupe n'a d'autre choix que de passer la nuit dans le van, ce qui a tendance à créer des tensions au sein du groupe. Le ton monte, mais l'engueulade est interrompue par un cri venant de la forêt. Un cri que j'ai un peu du mal à entendre même avec le son à balle, mais il y a un monde où c'est ma version du film ou même mes oreilles, enfin bon bref, on va pas s'attarder sur tout non plus. Bien que pour certains ces cris soient celui d'un bébé, pour Yuri, c'est impossible. Ce qui l'amène par pure précaution à prendre le flingue qu'il a dans la boîte à gants et à sortir pour voir ce que c'est qui fait les cris dans la forêt. C'est une idée brillante. Au dernier moment, Chris sort du van pour rejoindre Yuri pour absolument aucune raison. Des prix Nobel les mecs. Restez dans le van sans déconner. Après un bref silence, on perçoit quelques coups de feu venant de la forêt. Mais non! Paul part donc à la rescousse et ne ramène que son frère, grièvement blessé. Yuri, quant à lui, est laissé pour mort, emmené par une menace que Chris n'a pas su identifier. Nouveau jumpscare un peu plus tard, lorsque le van est attaqué par des chiens, ou des loups à la rigueur. Par la suite, la batterie de la voiture meurt et plonge le van dans le noir. Et durant la nuit, quelque chose, un truc, vient taper dans le van pour faire flipper tout le monde. Je vous le dis tout de suite, on ne saura jamais ce que c'est. Mais par la suite, la caméra va opérer des droites-gauches comme ça. Donc je m'attendais à repérer quelque chose dans le fond du cadre, dehors, à travers la fenêtre, mais j'ai rien vu. Donc s'il y a un œil de lynx parmi vous, je suis preneur. Sinon, la scène se termine en fondu au noir et nous amène directement au lendemain matin. Chris ayant désespérément besoin d'un docteur, il devient urgent de pouvoir foutre le camp. 3 de nos amis vont donc partir à la recherche de Yuri et des pièces pour remplacer celle qui a été mâchouillée, et les 3 autres vont rester dans le van. Donc dans un premier temps, nos 3 explorateurs vont parvenir à retrouver le talkie-walkie de Yuri, avant de suivre une énorme trace de sang dans un bâtiment rassurant contenant, vous ne le croirez jamais, un jumpscare. Mais qui contient surtout le cadavre de Yuri. Et c'est dommage, c'est le seul personnage pour qui j'avais un petit peu d'empathie. Bon, il est vachement cool, Yuri, quand même. Mais une présence se fait entendre derrière la porte. Nos amis ne sont pas seuls. La porte s'ouvre. Vite, tout le monde se cache. Mais pas dans la même direction. Je sais pas pourquoi, il y a Machine qui saute au-dessus d'un plan de travail en foutant un maximum de bordel, là, plutôt que de juste rejoindre les autres à la porte. Enfin si, je sais, c'est pour avoir une petite scène de tension juste après, où elle doit être discrète et tout, mais... Bon, bref. Machine va alors essayer de rejoindre discrètement les autres à la porte, et au passage, elle aperçoit donc un... ouais, voilà, le film n'explique pas vraiment concrètement sa menace. Techniquement, ils se comportent un peu comme des zombies, parce qu'ils grignotent quand même des gens, mais bon, techniquement, ils sont pas morts puis revenus à la vie. C'est pas vraiment désinfecté non plus, vu le sujet du film, ça aurait plutôt rapport avec les radiations, donc à partir de maintenant, je vais les appeler mutants. Donc elle aperçoit un mutant qui grignote le cadavre de Yuri, et surtout, elle retrouve le flingue, qu'elle va récupérer tout doucement, puis pas doucement du tout. Ils arrivent à s'échapper, bloquent le mutant derrière la porte et sortent du bâtiment en prenant une plombe pour nous faire croire qu'il peut encore se passer quelque chose alors que non. Ils rejoignent enfin le van, mais ils ont toujours pas de quoi le réparer. Ah oui merde, il y avait ça. Bon du coup ils repartent pour choper la pièce, mais cette fois-ci il y a que Chris et sa meuf qui restent dans le van, à qui Paul va laisser un talkie-walkie et le flingue. Les personnages sont donc de nouveau en vadrouille et sont forcés de quitter la route à cause de chiens sauvages. Par la suite, le compteur GG récupéré sur le cadavre de Yuri nous informera que cette partie du scénario est plus dangereuse. Mais fuck yeah, show must go on, et les personnages tombent sur moult véhicules leur permettant de trouver, déjà, des jumpscares. Mais surtout, de trouver l'exact même van que le leur, contenant de ce fait l'exacte pièce nécessaire pour le réparer. Quand soudain, les chiens reviennent niquer leur race au personnage parce que tu touches pas à mon van, bâtard! Après nous avoir prouvé qu'ils courent plus vite que des chiens sauvages, les personnages franchissent un pont en bois moisi. Zoé va alors chuter dans l'eau et Michael va sauter pour l'aider, même si... J'ai quand même vachement l'impression qu'il y a pied là, quand même. Donc Zoé fout un coup de tête dans la caméra et Machin se fait becter par les poissons qu'on ne vous remontrera pas, je le rappelle. Et il est aidé par Machine qui prouve définitivement qu'il y a pied quand même. À la tombée de la nuit, ils rejoignent enfin le van et, surprise, a plus de van. Enfin si, en vrai, ils le retrouvent quelques mètres plus loin, sur le toit, complètement bousillé et bien sûr sans ses occupants. Comment savoir ce qui s'est passé ici ? Eh bien, est-ce que vous connaissez le found footage ? Popularisé en 1999 par le projet Blair Witch, le found footage est un genre cinématographique... Non, je déconne, c'est bon. Les héros retrouvent donc le téléphone de Nathalie qui, seule dans le van avec Chris, s'est mise à filmer pour... Je sais pas. Faire des souvenirs aux gamins, sûrement. Regardez les enfants, c'est papa en pleine hémorragie. Salut les mômes. C'est finalement ce moment que Chris choisit pour faire sa demande en mariage. Décidément, Chris et le romantisme...
Et ensuite, le film fait une crise d'épilepsie. Bon, au-delà de filer la gerbe, la scène en fin de footage a pour seul mérite de faire comprendre aux spectateurs et aux personnages que Chris et Nathalie ont été attaqués non pas par des animaux, mais par des humains. Des êtres humanoïdes quoi, mais des mutants. Voilà, et avec cette donnée en tête et en sachant de quel ordre relève la menace, Paul va décider de gueuler après son frère. Ensuite, il va se barrer dans une direction aléatoire pour trouver Chris, sauf que comme se séparer est une mauvaise idée, le groupe va le suivre, pour ensuite décider de rentrer dans un bâtiment sans trop de raisons précises, et à courir dans une direction arbitrairement choisie pour trouver des traces de sang fraîche. Le flair du mec. Les voilà donc obligés de rentrer dans le bâtiment glauque à la recherche de Chris. Oui, parce que on cherche que Chris, visiblement. Hein. Personne n'appelle Nathalie depuis le début. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à rencontrer du mutant. Mais en fait, c'est un petit peu comme dans JDG, vous savez, les zombies du spectacle. Ah, c'est un peu pareil. C'est des mutants avec un sens du timing très très précis. Tenez, là par exemple, les persos entrent dans une pièce. Le mutant, il est dans cette pièce avec eux. Il est juste sur leur gauche. Mais il ne se manifeste pas. Alors, ce serait n'importe quoi. Ce qu'il va faire, c'est attendre que les personnages inspectent la pièce, décide de partir parce que Chris n'est pas là, et au moment où il se retourne, là... Coucou! Dans leur fuite, ils retrouvent finalement Nathalie, sans le faire exprès. Putain, on cherchait Chris, nous! D'ailleurs, je dis dans leur fuite, hein, mais vous noterez qu'ils sont pas spécialement suivis, hein. Faut pas déconner non plus. Bah non, mais j'ai déjà lancé la chaise là, donc je vais pas leur courir après non plus. Vous voulez que je lance une autre chaise? Le petit groupe s'enfuit, parvenant au passage à récupérer une carte. S'ensuit une scène qui est probablement une des meilleures du film selon moi, non pas qu'elle soit incroyable, mais c'est juste que c'est la seule qui joue sur autre chose que des jumpscares et qui essaye de créer une tension avec un petit peu de minimalisme. Donc ils essayent de lire la carte, mais ils ont du mal à se repérer. Ils font alors une halte et à la faveur d'un mouvement de caméra, une silhouette qui n'était pas là il y a 2 secondes apparaît au fond du cadre. Nathalie, mise à mal par l'enlèvement, s'assoit alors contre une grille, nous laissant apercevoir une seconde silhouette menaçante derrière elle. Le reste du groupe va donc s'approcher de ce qui n'est manifestement pas une vraie gamine, sans déconner, tirez-vous de là. Et donc forcément, vu qu'elle n'est plus surveillée, Nathalie se fait enlever. Et la poupée disparaît. Parce que les mutants ont décidément un sens de la mise en scène très développé. J'ai dit que c'était une des meilleures scènes pour moi, ça veut pas dire que c'est bien pour autant. Hein. Nos héros suivent alors les cris de Nathalie pour la retrouver, les amenant à s'égarer un peu plus dans la ville. Ils tombent tout d'abord sur le cadavre d'un garde avant d'arriver dans ce que j'imagine être un espèce d'amphithéâtre et se rendent compte que des dizaines de mutants sont juste derrière eux. Là, encore une fois, ils se cachent bien les mutants, hein, parce que les personnages ils viennent de cette porte là. Et c'était désert il y a 10 secondes. Maintenant c'est rempli de zombies mutants. Nos héros prennent donc la fuite, ils rejoignent un bâtiment, bloquent la porte tant bien que mal, puis s'enfoncent davantage dans les sous-sols. Une des portes blindées ayant du mal à fermer, Michael va la pousser de l'extérieur pour aider et se fait malheureusement attraper avant de pouvoir rentrer et finalement... Oh bah merde alors. Vous vous rappelez que j'ai fait la vanne quand Zoé et Michael ont débarqué dans le film de dire qu'ils étaient juste là pour remplir l'équipe et crever. Bah en réalité, c'est Michael qui a la mort la plus émouvante du film. Enfin, c'est sur celle-là que le film fait le plus d'efforts en tout cas. L'action s'arrête, la musique triste prend le dessus et la caméra s'attarde sur la réaction de Zoé, déchirée par la perte qu'elle vient de subir. Aucun autre personnage n'aura le droit à ce traitement-là, surtout pas Chris, que j'identifie un peu comme le personnage principal, si vraiment il en fallait un. Non, Chris on le reverra jamais, hein, ni mort ni vivant, on n'a jamais vu un autre personnage aussi déchiré pour Chris que l'est Zoé pour Michael. Alors oui, il y a bien Paul qui crie après Chris quand il a disparu, mais disons que là, avec la musique et le jeu de l'actrice, etc., c'est appuyé très différemment quand même. Puis Michael, on l'a vu mourir. Encore une fois, Chris, on ne le reverra jamais. Putain, c'est fou, ces persos, ils arrivent comme 2 PNJ dans l'histoire et c'est là-dessus qu'on décide de créer une scène émouvante, quoi. Bref, la fuite reprend dans des petits couloirs avec plein de trucs glauques et des petits bruits qui incitent à se dépêcher, pour arriver dans une pièce où Paul retrouve l'alliance que Chris souhaitait offrir à Nathalie. Du coup, Paul va soulever un espèce de rideau d'où proviennent des petits bruits chelous en se disant que c'est peut-être son frère qui fait ces bruits-là. Bah contre toute attente, non. C'est un jumpscare. Donc ils reprennent encore une fois la fuite, rattrapés par la horde de connards. Ils empruntent une échelle et c'est une fin de tournage pour Zoé. Et il n'en resta plus que 2. 2 survivants qui vont se balader sur la map de Lethal Company, retrouver le cadavre de Nathalie, qu'ils devraient ramener d'ailleurs, parce que sinon il y a des pénalités, avant d'atteindre une zone où les radiations sont très importantes, au point où Paul commence à perdre la vue et où Amanda sent son visage brûler très fort. Et ça, c'est parce qu'à la faveur de leur balade, de fuite en fuite, ils ont tout simplement rejoint le réacteur de la centrale nucléaire. Alors que tu ne calcules pas trop ton itinéraire quand t'es coursé par des zombies mutants, je veux bien. Mais que tes déplacements te conduisent comme par hasard précisément au réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, vous admettrez que c'est quand même un sacré manque de peau. Ils auraient pu, par hasard, atterrir à un centre de secours? Non. Ils ont atterri au réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Quand c'est pas ta journée, au pied de la centrale, les personnages font la rencontre de soldats armés qui leur ordonnent d'arrêter d'avancer. Et comme Paul parle la langue, y a aucun problème, ils s'arrêtent d'avancer.
Et il n'en resta plus qu'une. Amanda se fait donc emmener dans ce qu'elle croit être un hôpital. Ouais, je sais, le service public a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et d'ailleurs, je suis toujours pas un pro de la radioactivité, mais le niveau de protection individuelle a l'air quand même assez aléatoire pour des gens qui sont en contact avec des individus irradiés. Et elle est donc jetée dans une cellule où règne silence et obscurité. Une cellule, bien sûr, remplie de mutants, une fois encore, très soucieux du timing avec lequel se jeter sur Amanda. Pas maintenant. Chut, ça va vite, ça va vite. Attendez, ça va vite. À 3, ok. 1, 2, 3. Et c'est sur cet ultime jumpscare que se terminent les chroniques de Tchernobyl. Eh ben, ce film, c'est ce que c'est, hein. Vous voulez qu'on en parle quand même? Ok. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai vu ce film-là. J'étais en colonie de vacances, on faisait une sortie au cinéma et on avait le choix entre deux films. Les Chroniques de Tchernobyl ou Rock Forever avec Tom Cruise, un film qui m'avait l'air pas terrible. Il faut savoir qu'à cette époque-là particulièrement, j'avais vu très peu de films d'horreur et que donc j'avais une tolérance assez basse face à ça. Pour le dire autrement, je flippais ma race. Mais déjà, Rock Forever avait l'air très nul et surtout j'avais pas envie de perdre la face devant les copains de la colo et la fille qui me plaisait. Oui, parce que j'étais pas encore bassiste à l'époque, donc les filles m'intéressaient. Maintenant je suis bien au-dessus de ça, clé de fa, tout ça, ces conneries. Donc je suis allé voir les Chroniques de Tchernobyl, avec énormément d'appréhension. En fait, je m'attendais à passer un moment horrible tout en faisant semblant de trouver ça super cool. C'est très con un adolescent. Et au final, c'était super cool. J'ai passé toute la séance pliée de rire devant les tentatives du film de me faire peur sans jamais y arriver. Et si même moi, avec mon appréhension et mon manque d'habitude des films d'horreur, a trouvé ça risible et cliché en 2012, c'est que le film il est vraiment pas fameux. Bon, pour commencer avec les personnages, bien sûr, ils ne sont absolument pas attachants, assez peu développés, il y aura quelques tentatives de leur donner de la profondeur, mais ça ne prendra jamais. De fait, on s'inquiète jamais pour eux, et aucune de leurs morts n'est vraiment marquante, à part celle de Michael, ce que je m'explique toujours pas d'ailleurs. Bien sûr, ils sont absolument pas aidés par les dialogues qui sont soit très génériques, soit très cons. Tout ça fait de nos protagonistes un groupe super générique dont on se fout complètement, aux interactions superficielles et aux décisions toutes plus clichés les unes que les autres. Ensuite, pour parler de la réalisation, pas vraiment en fait. Il y a un truc très fait maison là-dedans. La quasi-totalité du film est tournée caméra à l'épaule. Une caméra à l'épaule super bordélique. Alors on pourra me dire que ça renforce l'immersion, etc. Et je veux bien, en soi ça peut, mais ça a certains contre-coups. En plus je trouve que ça marche pas très bien. Je m'explique. Bon déjà les 3/4 des séquences foutent la gerbe. Ensuite le rythme est assez mal posé vu que tout est filmé avec la même focale sur une caméra qui ne connaît qu'un seul mouvement, toutes les scènes se ressemblent. Et surtout, ça flirte beaucoup trop avec le réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains moments où tu sens la présence du caméraman dans l'environnement, comme quand Zoé lui fout un coup de tête ou quand il galère à se positionner pour trouver le cadre voulu. Et ça, pour moi, ça ne renforce pas mon impression d'être piégé dans le décor avec les personnages, ça me montre qu'un cadreur est en galère avec le décor. Ça fait sur moi, en fait, tout l'inverse de l'immersion voulue. En gros, je trouve qu'il y a plein de passages qui ressemblent beaucoup trop à du found footage pour un film qui, justement, n'en est pas. Ma théorie, c'est que la caméra portée, quand tu dois filmer des personnages qui passent leur temps à se déplacer d'un point A à un point B, c'est quand même plus pratique que des rails de travelling ou une grue. Puis ça coûte moins cher, ça prend moins de temps à installer, etc. Enfin bon bref, c'est tout bénef quoi. Mais c'est dommage, parce que ça donne la même esthétique à toutes les scènes. Une esthétique qui flirte parfois avec celle d'un téléfilm. Et surtout, ça empêche les scènes censées sortir du lot d'effectivement se démarquer. La scène en fin de footage, au milieu du film, elle finit par ressembler à tout le reste du film, puisque comme le reste, c'est une caméra portée et bordélique. Je trouve aussi que le film peine à mettre en valeur ses décors à cause de ça. Et c'est con parce que ils sont réussis. Le film a été tourné à Budapest pour les scènes en extérieur et à Belgrade pour les passages souterrains. Et franchement, je trouve ça convaincant. Malheureusement, le film ne les mettra que très peu en valeur. Dans la scène où les personnages découvrent la ville, par exemple, la caméra reste près des personnages, les filmant au premier plan, et toujours avec la même caméra portée. On aurait peut-être apprécié, pour nous montrer la ville, des plans fixes par exemple, avec une courte focale pour voir les décors dans leur ensemble, et en prenant de la distance avec les personnages pour qu'ils apparaissent en petit dans le cadre, et surtout qu'ils soient la seule chose vivante dans le cadre, la seule chose en mouvement. Enfin ça, c'est des idées parmi tant d'autres, moi je suis pas réalisateur. Mais non, la plupart du temps, c'est caméra tremblante et personnage à l'honneur au premier plan. Alors il y a quand même des bonnes choses, bien sûr, mais ça vaut malheureusement pas grand chose. Il y a quand même quelques rares plans où les décors sont mis en valeur, il y a 2-3 séquences qui marchent à peu près, comme celle de la petite fille dont je vous ai déjà parlé. Juste avant, il y a cette scène où quelqu'un passe dans le fond du cadre en toute discrétion. Bon, encore une fois, ça c'est à la sensibilité de chacun, mais moi, et depuis Harry Potter 1, les silhouettes en forêt, ça me trigger. D'ailleurs, et pour terminer avec les mutants là, certains apprécieront le fait qu'on les voit jamais vraiment, que ça laisse place à votre imagination, etc. Moi, je trouve surtout que ça rend la menace assez impalpable quand même. De manière générale, dans chacune de leurs attaques, on a affaire à des mutants sensibles à l'art de la mise en scène et du timing. Je sais pas si vous avez déjà fait un escape game d'horreur, mais les comédiens, dedans, ils se comportent un peu comme ça. Et ils ont les mêmes masques, d'ailleurs, aussi. Donc bref, même si quelquefois le film essaiera de bâtir un truc qui soit vraiment inquiétant, la plupart du temps, il utilisera juste ces putains de jumpscares. Et je suis d'accord que le jumpscare en soi, c'est un outil.
souvent utilisés de manière très cliché, mais il y a de bonnes et de mauvaises manières d'en faire des jumpscares. Mon préféré à moi, par exemple, il est dans le film It Follows, et c'est pas tant un truc qui te saute à la gueule d'un coup en fait, c'est plutôt une action inattendue qui fait immédiatement paniquer tout le monde. Et des comme ça, il y en a plein, Les Dents de la Mer ou Conjuring sont réputés pour en contenir des très bons, mais ici, dans les chroniques de Tchernobyl, ils sont construits de la manière la plus cliché possible. Ils sont super prévisibles et précédés d'un silence interminable à chaque fois, sans particulièrement installer d'ambiance au préalable. En fait, je trouve que le film il est jamais meilleur que quand il est subtil, comme le moment où la batterie de la voiture meurt et plonge tout le monde dans le noir. On a à peu près pareil un peu plus tard avec une lampe torche. C'est pas grand chose, mais je trouve ça plus efficace qu'un truc qui saute à l'écran. Ce sont quelques secondes de vulnérabilité qui ont le mérite de faire perdre ses repères à l'audience comme au personnage. Et c'est un peu pareil avec les décors en fait. Tenez ici, les quelques traces de mains sur le mur. C'est pas grand chose, c'est assez discret. Est-ce que ce sont les traces de famille qui ont fui il y a 20 ans? Ou est-ce qu'elles témoignent d'une présence plus récente? C'est un détail. Mais quand tu l'as remarqué, ton imagination s'active et je trouve ça plus efficace et plus élégant qu'un putain d'ours en plein milieu du salon. Le pire, c'est sûrement de se rappeler de l'implication d'Oren Peli là-dedans, lui qui est censé avoir compris l'importance d'une communication efficace et d'un récit minimaliste. Ce film-là est tout l'inverse. Les bandes annonces en montrent beaucoup trop, notamment la scène avec la poupée, vous l'avez en quasi-intégralité dans la bande annonce. C'est dommage, parce que moi je trouve que s'il y avait un truc à pas gâcher, c'était ça. On notera aussi l'utilisation d'images d'archives dans les bandes annonces, ce qui donne l'impression d'un ton bien plus sérieux que ce que c'est réellement. C'est d'ailleurs les principaux reproches qui seront faits au film à l'époque, le fait de traiter la catastrophe avec trop peu de sérieux, de manière cliché et par-dessus la jambe, alors qu'il s'agit d'un vrai drame. Mais quelque part, ça reste un bon souvenir de cinéma pour moi, avec la colonie de vacances et tout, c'est un peu pour ça que j'ai eu l'idée de le revoir aussi aujourd'hui. Il y a quand même une petite part de moi qui a esquissé un petit sourire devant ses acteurs, ses dialogues, son montage, ses jumpscares et sa caméra bordélique. Donc si je devais conclure là, comme ça, vite fait, je vous dirais écoutez votre cœur, laissez-vous tenter, regardez It Follows. Parce que c'est vachement cool It Follows. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le couplet, l'abonnement, le partage, le commentaire, le like, tout ce qui peut aider l'algo. Et je vous invite aussi à rejoindre mon compte Insta où je poste principalement des photos de mes pieds. Non, pas du tout. Pas ça du tout. J'y poste principalement des conneries qui n'ont pas toujours de rapport avec YouTube, mais c'est là-bas que je communique sur les sorties des vidéos. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit. Prenez soin de vous. Ciao. Allez. Ah. Bonjour. Bonjour, je suis Patrick Grossecorde, le président de la coopérative des bassistes de Fiac-sur-Seine et alentour. Vous savez, les bassistes se traînent souvent de nombreux clichés qui les dévalorisent au sein du monde musical. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir cette belle communauté sous un autre jour. Alors plongez avec moi dans le monde magnifique des gros manches. Être bassiste, c'est avant tout se simplifier la vie, c'est n'avoir que 4 cordes là où la plupart des guitaristes en ont 6, sans parler de ces gros tarés de pianistes, non mais franchement, on est où là? Être bassiste, c'est aussi ne pas se soucier de savoir si le morceau est mineur ou majeur, puisqu'on ne joue que la fondamentale de toute façon. Vous pouvez quand même tenter une petite folie de temps en temps sans avoir peur des fausses notes, personne ne vous entend. Win-win. Grâce à votre manque de prestance sur scène, votre virginité est bien à l'abri. Aucune fille ne vous approchera. Pensez aux économies de temps que cela représente. Pendant que le guitariste passe la nuit avec une autre fille sublime, vous êtes chez vous, seul. Vous passez du temps pour vous, à pratiquer votre instrument par exemple. Non, je déconne. Être célibatiste, c'est aussi beaucoup d'économies d'argent. Tout ce que vous ne dépensez pas en resto, en cadeau ou en ciné ira dans de sublimes pédales d'effet que vous n'utiliserez pas trop. Mais ce n'est pas tout, la pratique de la basse vous permettra d'avoir des doigts musclés et agiles, très utiles pour porter des sacs de course ou mettre vos chaussures. Enfin, être bassiste, c'est pouvoir briller en société grâce à des icônes que personne ne connaît, comme Jaco Pastorius, Marcus Miller ou Calogero. Ouais, la basse, c'est vraiment trop cool, et on est une belle bande de copains en plus, et on s'amuse bien, alors faites le choix malin, choisissez la basse. Et notre communauté étant surtout composée de garçons, si tu es une fille, tu es d'autant plus bienvenue, parce que être entre couilles, c'est rigolo, mais la diversité, c'est encore mieux. Alors viens et ramène tes copines. Viens. Viens.